La première partie a tenu toutes ses promesses sur ce débat engagé autour de la question du rôle et des pouvoirs de nos organes européens face à la crise que nous traversons, mais c'est une crise que l'on envisagera à présent dans ce second temps de notre émission, sous l'angle des comportements, en quelque sorte, des États qui font l'Europe, qui l'incarnent, et qui parfois aussi prennent le risque de la démembrer ou la désincarner si ils ne font pas vivre les normes que notre chère et bien-aimée Convention européenne contient. Et au-delà d'elle, on l'a vu grâce à Carole, grâce à Mathieu, les différents instruments européens que le Conseil de l'Europe comprend. Pour l'occasion, évidemment, la présentation du Late Law Show ne peut pas être exhaustive parce qu'il ne s'agit pas de soumettre nos chers intervenants à un traitement inhumain et dégradant puisque minuit approche ici sur le plateau. Nous avons concentré le tir sur trois volets que vont aborder tour à tour nos intervenantes, à commencer par Julie Matuissi qui va nous parler depuis l'Alsace, depuis Colmar, du vivre ensemble, mais d'un certain type de vivre ensemble, Julie. Tout à fait. Alors la question que je vous poserai depuis l'Alsace est la suivante. Peut-on vivre ensemble masqué ? La question semble bien improbable en ce moment, tant les efforts de chacun tendent plutôt à combiner port du masque et reprise de la vie collective. Et pourtant, la question se pose puisqu'en droit français comme en droit européen, la dissimulation du visage dans l'espace public a été interdite sur la base de la notion de vivre ensemble. Cette interdiction rappelons-le, cette interdiction qui est de droit positif français, mais qui a été validée au niveau européen, a, rappelons-le, été posée au terme d'un débat politique houleux autour de la question du voile intégral dans une loi du 11 octobre 2010. Alors certes, les raisons de santé sont une exception à l'interdiction prévue à l'article 2 de cette même loi. Le port du masque n'est donc bien sûr pas contraire au droit positif français. Mais il est une exception au vivre ensemble. Pourtant, soyons honnêtes, la massification du recours au masque aujourd'hui ne le laisse pas apparaître comme une exception au vivre ensemble. Plébiscité par l'ensemble des individus, il apparaît plutôt comme une véritable condition du vivre ensemble, à tel point qu'il est chaudement recommandé par les autorités. Comprendre ce renversement de perspective nous permettra d'en tirer les leçons et peut-être d'apprendre pour l'avenir. Comprendre pour apprendre, c'est simple, basique. Et c'est ce que je vous propose ce soir. Tout d'abord, comprendre. Il n'a pas été simple d'adopter en France la loi dite anti-burqa, interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. Le cadre institutionnel français est en effet le suivant. Le principe de liberté, posé à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne peut être limité qu'au nom des intérêts d'autrui. En droit européen, l'architecture est peu ou prou la même. La Convention européenne des droits de l'homme consacre des droits et libertés fondamentales et précise que ces droits et libertés peuvent être limités pour protéger d'autres intérêts. Or, c'est bien de liberté dont il était question concernant la dissimulation du visage dans l'espace public. De liberté religieuse d'une part et de liberté vestimentaire d'autre part. Si la première, la liberté religieuse, a cristallisé le débat, aujourd'hui, la question des masques nous invite à nous concentrer sur la seconde, la liberté vestimentaire. L'analyse en termes de liberté vestimentaire, dépouillée de sa dimension religieuse, prend en effet un relief tout particulier à l'heure du masque pour tous. Alors, quel est cet intérêt tiers qui justifiait que l'on interdise de dissimuler son visage ? Le législateur français a retenu une notion nouvelle, le vivre ensemble, parce qu'aucun des fondements classiques, sécurité, égalité homme-femme, ne fonctionnait. La Cour européenne, dans un arrêt SAS contre France du 1er juillet 2014, a validé le vivre ensemble comme limite légitime à la liberté de se couvrir le visage. Elle commence par consacrer explicitement la liberté vestimentaire qu'elle rattache à l'article 8 de la Convention, qui consacre, je le rappelle, le droit au respect de la vie privée et familiale. Elle étudie ensuite les fondements qui pourraient utilement limiter la liberté vestimentaire.
Ce faisant, la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté l'égalité homme-femme, estimant que cela reviendrait à opposer aux personnes leur propre liberté fondamentale. Elle a rejeté la dignité de la personne humaine, considérant que l'impression de curiosité suscitée par un regard posé sur un visage couvert relevait davantage de l'habitude culturelle que de l'atteinte à la dignité de la personne. Elle a enfin rejeté la sécurité, estimant que l'interdiction de dissimuler son visage n'était pas nécessaire pour la garantir. On notera d'ailleurs qu'à l'heure où la grande majorité de la population se masque dans les rues, les membres des forces de police témoignent vraisemblablement de plus grandes difficultés à maintenir la sécurité publique qu'à l'époque où il s'agissait de quelques 2000 femmes en burqa. La Cour européenne des droits de l'homme a en revanche estimé que le vivre ensemble, entendu comme, je cite, mode de communication sociale à la française, était un fondement suffisant. Il est possible de faire entorse à ce vivre ensemble, je l'ai dit, pour des raisons de santé. C'est ce qui autorise le port du masque. La presse a d'ailleurs, dès 2013, relayé des cas de femmes intégralement voilées qui, sans être malades, utilisaient le masque chirurgical pour dissimuler leur visage dans l'espace public en toute quiétude. Sans le savoir, ces femmes remettaient alors en cause l'affirmation selon laquelle vivre ensemble et visage découvert vont de pair. Car non, masquer son visage n'empêche pas le vivre ensemble. C'est cela que nous apprend l'histoire de l'interdiction du voile intégral à l'aune de celle des masques. Elle nous montre, si l'on en doutait encore, que le vivre ensemble était une notion instrumentalisée politiquement, utilisée parce que les fondements juridiques classiques étaient inaptes à limiter la liberté individuelle de se vêtir. Qu'en l'occurrence, le vivre ensemble est facilité par le masque et que finalement, il ne dépend peut-être pas tant que cela de la façon dont on présente notre visage en société, ce vivre ensemble. De fait, le vivre ensemble avait en réalité déjà été fragilisé. En premier lieu, par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, qui a constaté en 2018 qu'en pénalisant le port du voile intégral, la France contrevenait au Pacte international des droits civils et politiques. En second lieu, très récemment, dans le cadre de la crise actuelle, par le Conseil d'État, qui a situé le débat de la dissimulation du visage non sur le terrain du vivre ensemble, non plus sur celui de la santé, mais bien sur celui de la liberté personnelle de cacher ou non son visage. Il a ainsi, par une ordonnance du 17 avril 2020, annulé l'arrêté municipal obligeant les habitants de la ville de Sceaux à se doter d'un masque dans l'espace public, obligeant indirectement le maire de Nice à retirer un arrêté faisant peser sur ses administrés une obligation similaire au jour du déconfinement. Désormais, le port du masque n'est pas obligatoire, mais il est recommandé, tant par le gouvernement, il n'y a qu'à lire l'annexe au décret du 11 mai 2020 qui dispose, je cite, « Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties », recommandé également par l'Académie nationale de médecine qui s'est prononcée sur ce point dès le 2 avril 2020. Dans l'opinion publique, la dissimulation du visage a le vent en poupe. Il est mal vu de se promener sans masque. Non équipée, ce lundi, j'ai eu l'occasion de tenter l'expérience de me promener dans les rues sans le masque. Je peux vous dire que dans les rues de la ville alsacienne d'où je vous parle, la pression sociale est forte. On rencontre des non-porteurs de masque. Le masque est d'ailleurs recommandé sous toutes ses formes, attachable derrière la tête, le nez, en papier, en tissu. Tissu ? Mais alors, peut-on toujours sanctionner les femmes intégralement voilées qui se protègent et protègent les autres grâce à leur tenue ? L'incitation à porter un masque pour cause de pandémie semble bien rendre impraticable la loi anti-burqa. L'ironie de la situation est quant à elle bel et bien exposée sur la place publique. Je vous remercie de m'avoir écouté, regardé. Merci à toi, Julie, pour ces éléments masqués.